Bonjour à tous, bienvenue. Donc, je suis Mathieu de chez Urban Radar. Déjà, merci à IFPEN et donc à Fabrique de la Logistique de nous permettre de présenter un petit peu ce projet que l'on est en train de travailler avec l'Eurométropole de Strasbourg. Et donc, je vais vous présenter un petit peu la phase, comme le disait Urban Radar, et Camille Trail derrière vous présentera un petit peu les cas d'usage potentiellement appliqués sur le territoire autour de ces données et de cet outil. Juste pour remettre un petit peu de contexte déjà, parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas Urban Radar. Donc en gros, on est une entreprise qui a été créée en 2019 et on a une ambition qui va être assez simple, en gros, qui est démocratiser l'accès à la donnée et à permettre que celle-ci soit accessible de manière simple et intuitive pour aider à la décision. Donc en gros, on s'est spécialisé dans tout ce qui va être sourcing, traitement, intégration de cette donnée et la restitution de celle-ci au final pour que nos utilisateurs, donc par exemple Camille Trail, puissent prendre en main celle-ci en toute autonomie. Et donc avec un objectif derrière qui est d'aider à apporter du gain opérationnel à travers de l'aide à la décision et donc in fine, essayer de permettre aux collectivités, aux villes de réduire, de les accompagner à travailler sur la réduction de l'empreinte carbone dans son ensemble. Chez Urban Radar, on s'est spécialisé plus particulièrement sur un sujet donc, qui est donc les données géospatiales, mais autour de la logistique en particulier, donc autour d'un prisme de comment mieux comprendre la logistique et comment mieux comprendre son impact sur le territoire. Donc pour ça, en gros, quelle est notre approche? Donc, il n'y a rien d'original en soi, mais on restitue ce type d'informations que l'on source, que l'on traite, ce type de données. On va voir un peu quelles données derrière, à travers une plateforme de visualisation de données, donc géospatiales. Donc, c'est une plateforme qui va être donc développée par nos soins, qui est agnostique de la donnée. Donc, on va pouvoir lui charger différents types de données, qu'elles soient historiques, live, avec des capteurs, différentes choses, qu'on va visualiser principalement sous forme cartographique, parce que là, on parle bien de données géospatiales, donc l'idée principale est d'avoir une représentation cartographique de ce que l'on peut retrouver sur le territoire, de comment celui-ci fonctionne, mais aussi des indicateurs pour soutenir les cartes que l'on va y trouver, et donc des indicateurs numéraires qui vont nous expliquer un peu mieux, permettre un peu mieux de comprendre ce territoire. Et enfin, tout un système de filtres aussi, mais qui permet de se concentrer sur certains sujets, donc de permettre aussi bien d'avoir une vision très macro du territoire et aussi une vision beaucoup plus micro autour d'un élément en particulier, d'un type de véhicule en particulier, d'un quartier en particulier. On va voir tout ça. Et donc, vous allez me dire, OK, donc les données autour de la logistique, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce qu'on peut y comprendre? Donc, là, dans le cadre de ce projet qu'on monte avec l'Eurométropole de Strasbourg, on a la première approche pour permettre la compréhension de la logistique sur le territoire, c'est l'étude des flux, des véhicules qui sont appliqués à celle-ci. Donc pour ça, on utilise les données de Floating Car Data, FCD, ou véhicules connectés. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, donc dans le doute, je vais refaire un petit récapitulatif de ce que c'est. Donc en gros, ce sont des véhicules qui ont circulé ou qui circulent sur le territoire et donc qui remontent de l'information GPS quasiment en continu, donc toutes les 3 secondes, toutes les 10 secondes, en gros, ils remontent de l'information. Cette information, elle est captée, elle est agrégée de plusieurs centaines, plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers de véhicules, et donc elle est anonymisée. L'objectif, c'est de ne pas pouvoir reconnaître, pour rester RGPD compliant, en gros, de ne pas pouvoir reconnaître une personne derrière, savoir qui était au volant de ce véhicule. Mais après, à partir de ça, on va pouvoir commencer à reconstruire et travailler sur certains cas d'usage qui vont nous permettre de comprendre, par exemple, quelle est l'origine ou la destination des véhicules, où est-ce que les véhicules ont tendance à s'arrêter, à stationner, est-ce que la voirie qui est utilisée par ce véhicule, elle est congestionnée, quelles sont les routes qu'ils ont tendance à utiliser principalement. Et donc, nous, on se concentre sur un type de véhicule assez particulier quand on va parler de la logistique, qui vont être donc les poids lourds forcément, et aussi les véhicules utilitaires légers. Mais donc ça, c'est une première partie du prisme qui nous permet de comprendre au final le flux, la mobilité de ces véhicules logistiques. Et derrière, on apporte aussi toute une idée de données qui permet de contextualiser un petit peu tout cet ensemble, donc de la donnée que l'on va pouvoir visualiser autour du foncier logistique, où sont positionnés mes entrepôts, où sont positionnés la logistique de proximité comme les points relais, les lockers, mais aussi de données socio-économiques ou démographiques, où sont positionnées les entreprises, les commerces, la population, ce genre de choses,
ou l'infrastructure encore, différents types de données qui viennent soutenir au final ce niveau de compréhension que l'on a à travers l'étude des véhicules. Juste pour finir rapidement sur ces données FCD, donc ce n'est pas de la donnée parfaite pour comprendre la logistique. Malheureusement, si la donnée parfaite existait, je pense qu'on se travaillerait tous avec celle-ci, mais ça a ses avantages et certains inconvénients. Donc déjà, on va parler. Les avantages, on va dire en premier, c'est qu'elle permet une couverture très large. On va avoir une couverture à l'échelle nationale, internationale. Donc vraiment, on va avoir possibilité d'étudier tout un territoire sans être restreint, par exemple, par rapport à un capteur, à un point de comptage ou à quelques points de comptage. On a possibilité d'avoir cette donnée aussi bien de manière historique ou en temps réel, on va dire, quasi réel, à quelques minutes de décalage. Et enfin, il y a la possibilité, il y a un avantage, on va dire, en termes de prix. C'est une donnée qui reste très chère, mais quand on compare celle-ci à l'installation d'une multiplicité de capteurs sur un territoire pour essayer d'avoir ce même niveau d'information, comparée à ça, elle devient, on va dire, assez avantageuse en termes de coût aussi. Par contre, en effet, il y a des contraintes. Donc déjà, ce n'est pas une donnée qui représente 100% du flux de véhicules. Aujourd'hui, chez Urban Radar, la donnée que l'on capte, on estime à une bonne dizaine de pourcents de représentativité de ces catégories de véhicules qui ont circulé sur le territoire. Donc une couverture inégale sur le territoire, avec potentiellement une meilleure représentativité dans les milieux un peu denses et un peu moins bonne dans les milieux un peu plus ruraux. Et on peut avoir aussi quelques erreurs, et là donc ça fait partie de notre travail de les traquer, de traiter la donnée, des erreurs autour du GPS. Comme on sait, le GPS peut avoir, comme vous pouvez voir sur votre téléphone portable ou parfois sur votre voiture, ne vous positionne pas bien. Il peut y avoir des erreurs de position ou ce genre de choses. Donc ça, c'est des informations qui sont traitées aussi et qui doivent être prises en compte et supprimées pour avoir le meilleur traitement sans anomalie de la donnée. Tout ceci étant dit sur la donnée, je pense que le plus simple peut-être, c'est de vous montrer en gros à quoi ça ressemble, qu'est-ce que l'on peut y voir sur cette fameuse plateforme de visualisation et sur ces données de véhicules connectés, comment on les représente et le niveau d'information qu'on est capable d'en retirer. Alors, je vais juste changer d'écran partagé et je veux juste savoir si ça a bien changé de votre côté aussi. Super. Impeccable. Donc, voilà dans l'environnement de la plateforme de visualisation Urban Radar. Et donc, sur le territoire de Strasbourg, ce qu'on est vraiment en train de travailler ensemble avec Camille et les équipes de l'Eurométropole. Donc, comme je disais, comment on propose cette approche de la compréhension des véhicules autour de la logistique? On la propose autour de 3 grands axes qui vont être le premier qui va être par exemple l'origine des véhicules quand on s'intéresse à notre étude du territoire de Strasbourg. Où est-ce que les véhicules vont avoir tendance à venir? Ou inversement la destination, pareil, où est-ce que les véhicules quand ils quittent le territoire vont avoir tendance à aller? Ça nous donne déjà une première idée. Deuxième niveau, on va rentrer un peu plus dans le détail en fournissant des exemples un peu derrière. Deuxième niveau, on va se concentrer sur au final où est-ce que les véhicules, quand on se concentre sur notre territoire, ont tendance à s'arrêter, à stationner. Donc après, nous, on considère un arrêt, par exemple, c'est quand le véhicule s'immobilise pendant au moins 3 minutes. Et au moins, on a la possibilité de filtrer notre donnée pour dire non, moi, je considère qu'une livraison, c'est plutôt 10 minutes, par exemple, et filtrer l'information pour ne visualiser que ça. Premier niveau, d'où viennent les véhicules. Deuxième niveau, où est-ce qu'ils ont tendance à s'arrêter, pendant combien de temps? On va creuser un peu plus derrière. Et dernier niveau, au final, ça va être autour de l'infrastructure routière derrière. Quels sont nos axes routiers qui sont les plus utilisés par ces véhicules appliqués à la logistique, en gros, sur notre territoire? Donc, par quels axes majoritaires ils ont tendance à passer pour y accéder, ce type d'informations. Donc, maintenant qu'on a un peu compris tout ça, on peut essayer de creuser, commencer à chercher un peu et essayer de gagner quelques premières réponses sur notre territoire. Donc, si on reprend déjà nos arrêts de véhicules, donc comme je disais, c'est l'ensemble des véhicules que l'on a captés, donc à peu près c'est 10% de représentativité sur une période temporelle donnée, et donc qui se sont immobilisés pendant au moins 3 minutes. Donc là, on a une vision à la base très macro, sous forme de carte de chaleur, qui nous donne déjà certains points chauds de tiens, où est-ce que je peux avoir tendance à avoir des véhicules qui ont tendance à venir stationner. Donc on voit, je ne suis pas un spécialiste de la géographie strasbourgeoise, désolé, je ne veux pas rentrer
dans le détail précis de là, il y a telle chose, telle chose, telle chose. Mais on voit qu'ici, il y a une zone d'activité, des entrepôts logistiques un peu dans ce coin-là. Ici, je crois qu'il y a une zone d'activité commerciale un petit peu autour de Strasbourg. On voit qu'il y a on a des véhicules qui ont tendance à y stationner. Et forcément aussi notre centre-ville, notre grande île, par exemple, qui se situe ici. Ce qui peut être intéressant, par exemple, ça va être de fouiller un petit peu et de se dire, tiens, si je souhaite me concentrer un petit peu sur ma grande île et gagner un petit peu en compréhension sur ma grande île. Donc, on va partir de cette donnée que l'on a vraiment à l'échelle du territoire de la ville complète et on va commencer à filtrer celle-ci. On va se dire, soit on a possibilité de filtrer par quartier directement, dire, bah, tiens, je veux mon quartier, ma grande île ou ce genre de choses, ou par différents autres éléments géographiques, on peut se dire, bah, tiens, je vais vouloir, à travers un isochrone, dire, au départ de ma grande île, je veux étudier tout ce qui s'est passé à 10 minutes en temps de marche, par exemple, au départ de ce point. Et donc, on étudie bien nos stationnements. Et donc, on va se concentrer sur nos 10 minutes en temps de marche au départ de ce point. Et donc là, on concentre notre niveau d'observation spécifiquement sur cet endroit. Comme je disais en amont, on va avoir des indicateurs qui sont là pour appuyer ce que l'on est en train de découvrir sur la carte. Donc des indicateurs autour des arrêts de véhicules, mais aussi autour de l'origine, de la destination des véhicules, et ainsi de suite. Donc, la possibilité de visualiser un petit peu nos indicateurs qui vont nous donner une idée sur ma période de données et aussi sur ce que je suis en train d'étudier géographiquement. Donc là, spécifiquement sur mon périmètre de 10 minutes à pied ici. En moyenne, les véhicules, ils ont tendance à stationner pendant combien de temps? Quand est-ce qu'ils ont tendance à stationner le plus ou moins longtemps sur la semaine ou sur la journée? Donc là, on voit par exemple qu'on a des véhicules qui ont tendance à s'arrêter plus longtemps en moyenne, vers 7-8 heures du matin, que sur le reste de la journée. À quel moment de la semaine ceux-ci ont tendance à venir? Quel type de véhicule a plutôt tendance à venir? Est-ce qu'on parle plutôt de véhicules utilitaires légers ou des poids lourds? Et aussi, à quel moment les véhicules ont tendance à venir stationner en moyenne sur la journée? Par exemple, sur la Grande Île, il y a une restriction d'accessibilité entre 6h et 10h30, et peut-être que Camille me corrigera, parce que je ne suis plus certain de moi, mais je prends entre 6h et 10h30 sur l'accessibilité des véhicules liés à la livraison, et même de manière générale, sur le centre-ville. Donc ça permet de voir un petit peu, tiens, est-ce que ça a l'air d'être respecté, donc là on couvre un peu plus large que la Grande Île, mais est-ce que ce type de restriction semble être respecté? Quel est le type de véhicule qui semble venir livrer directement sur mon centre-ville? Si on souhaite se concentrer un peu plus sur le détail, on peut se dire, moi je veux avoir une idée de cette carte de chaleur, mais plutôt que pour mes véhicules utilitaires légers, par exemple. Je ne veux pas voir mes poids lourds. La possibilité de continuer à filtrer notre donnée en se disant, tiens, je veux voir que mes véhicules utilitaires légers. Et si on souhaite, donc là, on va avoir nos indicateurs qui se mettent à jour, concentrés uniquement là-dessus. Et peut-être qu'on considère qu'un stationnement, ce n'est pas à 3 minutes d'arrêt, mais qu'un stationnement, ça va être au moins 10 minutes d'arrêt. Donc on peut se dire, bah, je veux voir que les stationnements qui ont été supérieurs ou égaux à 10 minutes d'arrêt. Et ainsi de suite, on va pouvoir concentrer notre étude, nos réflexions sur quel est mon centre, ma zone géographique qui m'intéresse, quel est mon niveau d'information qui m'intéresse, je vais me concentrer sur mes véhicules utilitaires légers, sur ce type d'arrêt. Aujourd'hui, il n'est pas chargé dans la plateforme, mais ça va venir. On peut y apposer, par exemple, en sous-couche, une idée de positionnement des aires de livraison. Et donc, ça permet au final d'avoir une très bonne idée de quelle est l'offre que j'ai sur mon territoire par rapport à la demande de ces véhicules qui viennent y stationner. Est-ce que celle-ci semble cohérente? Est-ce que mes places de livraison semblent bien placées? Là, quand on regarde un petit peu les véhicules utilitaires, on voit qu'il y a certaines zones où il y a vraiment l'air d'avoir du stationnement, parce que là, on est considéré que c'est plus de 10 minutes d'arrêt, donc on peut vraiment considérer qu'on a du stationnement de véhicules. Ça semble être majoritairement plus à l'ouest de la Grande Île qu'à l'est, par exemple. Donc, commencer à avoir ce type de réflexion et se dire, est-ce que mon offre d'aire de livraison, elle est plutôt sur l'ouest, sur l'est, ou est-ce qu'on est en train de parler là de zones piétonnes, donc qui ne sont pas forcément dotées d'aire de livraison, mais ce qui est logique, les véhicules peuvent s'arrêter plus facilement. Donc, apporter un petit peu ce niveau de connaissance. Et dernier petit exemple, en gros, pour pousser un peu plus loin, et je vais laisser la main après à Camille. Donc là, on s'est concentré sur nos véhicules utilitaires légers dans le rayon de 10 minutes avec un stationnement de 10 minutes. Donc reprenons peut-être juste notre rayon de 10 minutes. Ce qui peut être intéressant derrière, quand on a un cas d'usage, donc on voyait un cas d'usage autour des aires de livraison, mais on peut avoir un cas d'usage
report modal, par exemple, et se dire, tiens, parmi ces véhicules qui sont venus stationner autour de ma grande île de Strasbourg, lesquels provenaient du port, par exemple. Et donc, on va pouvoir continuer à filtrer notre information en se disant, OK, donc je me suis bien arrêté sur un isochrone, donc un périmètre de stationnement. J'ai aussi possibilité de rajouter une idée de périmètre de lieu d'origine des véhicules aussi. Et dire, bah tiens, est-ce que pour les véhicules qui sont venus, alors je le fais à la louche comme ça, histoire de regarder, mais pour les véhicules qui sont venus de cette zone-là et qui ont stationné ici, on va pouvoir filtrer notre information. Et donc là, on ne retrouve plus que les véhicules qui sont venus, dont le point d'origine est la zone que l'on a étudiée. On a la possibilité d'aller voir ça de manière un peu plus cartographique, s'il veut bien. Voilà. Avec cette idée au final de lien entre notre point d'origine et les lieux de stationnement de ces véhicules, ce qui permet de nous donner une idée aussi de bah tiens, quelles sont mes zones d'activité, mes endroits où il me semble y avoir beaucoup de flux à destination de certaines zones de mon territoire. Et donc, quelles sont mes potentielles opportunités de report modal. Il pourrait, là c'est pas encore chargé, comme on a dit, on est en train de travailler sur le sujet, mais on pourrait y apposer un fond de couche de mes pistes cyclables, de mes propositions de livraison par barge, par exemple, pour accéder jusqu'au centre-ville de Strasbourg. Donc voilà, c'était une petite idée de ce que l'on a possibilité de faire avec ces données. J'espère que ça vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. Je vais repartager cet écran à la place. Je vais plus avoir qu'à vous souhaiter une bonne journée. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat si vous en avez. C'est le cas, Mathieu. Ah bah super, ok, très bien. Ouais. Désolé, je regardais pas l'écran, du coup, j'ai pas vu s'il y avait des questions. C'est normal. Et du coup, on les garde peut-être juste pour après. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. Merci à vous. On va laisser la parole à Camille. Et il y a déjà effectivement quelques questions dans le chat qu'on prendra à l'issue de l'intervention de Camille. Camille, donc je te laisse la parole. Oui, très bien. Bonjour. Je vais vous présenter quelques cas d'usage. C'est des choses qui sont en cours. On a la manière dont on faisait jusqu'à maintenant, et là on développe petit à petit avec ces nouvelles méthodologies, en tout cas avec l'apport possible des données FCD. Alors, juste un petit point de rappel, l'objectif c'est d'avoir des informations sur les flux. On a pas mal d'informations sur d'autres éléments, donc le foncier, les aires de livraison, réglementation urbaine, des infrastructures. Ce qui nous manque, c'est les flux. On a déjà eu des tentatives par le passé pour récolter ces informations directement auprès des opérateurs, sauf que c'est très délicat, c'est des informations qui sont sensibles et il n'y a pas eu forcément la volonté de les partager. Donc les données FCD, c'est une opportunité de recréer et d'atteindre cette information par un autre moyen, mais c'est de ça dont on parle. Ensuite, l'un des intérêts aussi de la solution Urban Radar, c'est que ça permet aussi de mixer plein de sources d'informations différentes et d'avoir des comparaisons, donc de mixer des données sur le foncier avec des données sur les flux, donc les données FCD notamment, mais aussi des capteurs. Et ça permet aussi de jongler très facilement entre plusieurs échelles. À l'heure actuelle, on avait par exemple des comptages, mais en fait, ce qui se passe à l'intérieur de cette boîte noire, quand on met un zonage, on met des capteurs sur les bords d'un périmètre, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Là, ça permet d'avoir des informations un peu quantitatives, parce qu'elles sont quand même il y a un certain pourcentage, mais aussi très qualitatives. Donc c'est le gros enjeu. Et ça permet des comparaisons et des sélections avec des horaires, des comparaisons entre certains jours, entre certaines semaines et entre certains mois, avec un historique. Donc là aussi, c'est très intéressant de ce côté-là. Donc, des cas concrets. Le premier, ça va être sur la réglementation urbaine. On a un objet qui est la zone à circulation restreinte qui concerne l'hypercentre patrimonial avec deux restrictions, une sur le tonnage. Donc, interdiction des véhicules de plus de 7,5 tonnes et livraison de 6h à 10h30 et plus 1 heure jusqu'à 11h30 pour les véhicules critères 0 et 1.
Donc ça, c'est l'objet, il est déjà en place, ça fait un moment que c'est en place depuis 2019. Si on avait eu des outils comme celui-ci, on aurait pu diagnostiquer en amont et avoir une meilleure visibilité sur l'impact. Il y a quand même une étude qui a été réalisée avec des comptages, mais c'est des comptages un peu lourds avec des enquêtes cordon et certains comptages, plus des entretiens avec les différents opérateurs qui livrent en hypercentre. Donc là, comme c'est déjà en place, ce que ça nous permet, c'est de pouvoir évaluer aussi sur le nombre de véhicules qui accèdent à la grande île, le respect des horaires, le respect du tonnage ou non, sachant qu'il y a quelques dérogations qu'on autorise pour des cas délimités et bien spécifiques. Donc ça nous permet de faire du diagnostic et de l'évaluation. Là, il y a un enjeu de modification du périmètre. Donc ça a été annoncé par les élus. À l'heure actuelle, c'est un petit périmètre, l'hypercentre. Sauf qu'on s'aperçoit que ce qu'on considère être comme le centre-ville et qu'il y a une cohérence est plus large que juste l'hypercentre patrimonial. Et il y a quelques quartiers autour de cet hypercentre où il y aurait un intérêt d'élargir ces règles et d'avoir une homogénéité sur les règles de livraison, donc sur les horaires et sur le tonnage. Donc là, on est sur une modification de réglementation. L'outil, ce qui nous permet, c'est d'identifier les opérateurs, enfin, pas nommément, mais d'avoir une idée des flux sur ces périmètres, de voir également les horaires et s'il va y avoir un gros impact de ce changement de périmètre. Également d'identifier les flux qui seraient impactés et pour lesquels il n'y a pas forcément d'alternative. Et de faire des règles un petit peu dérogatoires, justement, à destination de certains flux. Ça permet de les identifier bien plus facilement. Ce qui posait pas trop de problèmes, qui était un peu lourd, mais avec les enquêtes cordon dont je parlais sur un petit périmètre, dès qu'on commence à élargir les périmètres, c'est tout de suite beaucoup plus difficile. C'est tout de suite beaucoup plus coûteux. Et donc, la donnée FCD a un intérêt de ce côté-là. Voilà. Ensuite, l'élément que je voulais ajouter, c'est que les données FCD donc, sont intéressantes. Mathieu disait qu'il y avait 10% environ de représentativité, couplé à d'autres données et à d'autres moyens de connaître les usages. Ça permet de redresser les données et ça devient aussi intéressant. Donc là, on a aussi des outils du type capteur qui permet de distinguer les PL, les véhicules utilitaires des VL, pour avoir un côté quantitatif qui se couple très bien avec les données FCD qui ont un côté très qualitatif. Et on peut aussi croiser pour redresser avec, donc là c'est des choses qui sont encore à développer, mais avec des données du style Silog, par exemple. Un autre cas, c'est quelque chose de beaucoup plus simple. C'est, on a eu une demande d'installer une vélorue et de relever des bornes aux horaires d'arrivée à une école. Sauf que c'est un quartier commerçant et on n'avait pas d'informations sur les flux et on ne savait pas si ça allait impacter les horaires de livraison et si ça allait poser des problèmes pour les entreprises. On a dû passer par une enquête de terrain, aller voir l'ensemble des commerçants pour leur demander quand est-ce qu'ils se faisaient livrer, à quelle fréquence, et récupérer aussi des informations sur le nom des entreprises pour pouvoir aussi les contacter par la suite. Donc ça, c'est des choses qui sont quand même assez lourdes pour un objet qui est assez simple, à savoir relever des bornes pendant 2 fois 45 minutes dans la journée. Avec des informations qualitatives permises par le FCD, on a une vision sur les horaires de livraison, les temps d'arrêt, et ça nous permet de contacter plus rapidement, plus facilement des entreprises, de voir si on va avoir un impact ou pas. Donc en amont pour du diagnostic, et puis après pour une évaluation sur
à quel horaire se sont fait les livraisons qui n'ont pas pu se faire dans ce temps-là. Il y a ces possibilités-là. Et donc, c'est un gain de temps assez considérable, surtout pour des études un peu flash, des choses et avec un temps court pour les réaliser. Pour des choses plus complexes, là, on peut passer par des bureaux d'études. Un autre sujet, ça va être sur des questions de report modal. Alors, je vais prendre 2 exemples. C'est une étude d'opportunité pour créer des infrastructures. Donc là, en l'occurrence, fluviales, donc des quais de transbordement. Il y a 2 ans et demi, on a réalisé via un bureau d'études cette étude d'opportunité. L'objectif, c'était d'identifier les flux. Et on est passé par de l'enquête. Alors, c'est extrêmement difficile d'avoir le contact de la bonne personne qui connaît les flux de son entreprise, qui est intéressée par le projet, qui a du temps et qui accepte de les partager. D'autant que les entreprises locales ne gèrent pas forcément elles-mêmes leur logistique. Des fois, ça peut se jouer au siège ailleurs que sur le territoire. Donc, les flux sur lesquels on avait un peu de maîtrise, comme les ordures ménagères ou un opérateur en particulier qui avait un intérêt de longue date à la création de cette infrastructure, on a réussi facilement à obtenir les informations. Pour les autres, on a dû passer par une approximation grâce aux données Silog. En disant entre ces 2 grandes zones d'activité, on estime que par exemple, je sais pas, 2 ou 3% du flux est reportable sur la voie d'eau. Il n'y a pas plus d'argumentation que ça, puisqu'on n'a pas d'informations qualitatives sur ces flux, mais on les avait sous la main, on fait cette approximation. Là, on a un nouveau cas et un nouveau lieu où on veut regarder ce qu'on peut faire en termes d'infrastructures, est-ce que c'est intéressant de les développer ou pas, et aussi les dimensionner, puisque derrière les informations sur les flux, ça nous permet d'avoir plus d'éléments pour voir où on met les pieds en termes de modèle économique, les incidences que ça peut avoir, et donc modèle juridique également, et in fine les aménagements. Donc la méthodologie qu'on va déployer là très prochainement, c'est l'utilisation de données FCD avec ce qu'on cherche, c'est les origines destination, la typologie de véhicule, la fréquence aussi, sur une zone d'activité, sur un plus petit périmètre également, couplé à des données de capteurs, comme je l'évoquais, pour avoir cet aspect très quantitatif. Et donc ça nous permet aussi de compléter avec des choses plus classiques de l'enquête, des entretiens, mais bien mieux ciblés, en fait. Parce qu'il y a là, c'est difficile de vous le présenter, je ne peux pas vous le montrer, parce que on est en train de recevoir l'offre sur cette méthodologie-là. Mais on imagine très bien avoir des points chauds, pouvoir identifier un chapelet d'entreprises qui ont des flux suffisamment denses, suffisamment intéressants pour justifier une mutualisation ou de la massification. Et en tout cas, faire cette première prise de contact plus ciblée, plutôt que d'envoyer à une liste de contacts d'une zone d'activité qu'on lance une étude à des fins prospectives, puisqu'on parle d'aménagement quand même long terme d'infrastructures lourdes, que ce soit sur du ferroviaire ou du fluvial. Et donc là, comme on parle de temps long, c'est quand même plus compliqué d'intéresser les entreprises. Sur ce genre d'études, on se fait accompagner donc par un bureau d'études, puisque là, on est sur des éléments plus complexes. Sur ce cas précis, c'est des données qui vont être acquises pour les besoins spécifiques de cette étude et qui vont pouvoir être intégrées une fois réalisées dans l'outil Urban Radar. À terme, ce qu'on souhaite faire, c'est une acquisition globale sur notre territoire de données FCD pour pouvoir alimenter les bureaux d'études au fur et à mesure. Donc il y aurait aussi un gain de temps par la suite. Donc là, c'est parce qu'on est en phase aussi on n'est plus en phase de démarrage, mais de consolidation de la plateforme et d'acquisition des données. Les limites
toutefois, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans les véhicules. Donc ça, c'est une information qui reste manquante et inatteignable pour le moment. Pour ce genre de projet, ce qui nous intéresse aussi, c'est des flux futurs, des flux compatibles avec ce genre d'infrastructure. Là aussi, c'est sur les données FCD, c'est sur ce qui a été réalisé. Donc c'est assez évident, mais je préférais quand même le rappeler. Après, je ne sais pas ce qu'on arrivera à en tirer comme croisement d'informations, mais sur les données du foncier, on a une étude réalisée par l'agence d'urbanisme qui a fait une analyse très fine des permis de construire. Et donc, on a tous les espaces logistiques de notre territoire, de 50 mètres carrés à plus de 70 000 mètres carrés, répartis en 8 typologies d'activités. Donc, croisés avec les flux, ça peut donner aussi des choses intéressantes de ce côté-là. J'ai un dernier exemple. Je ne sais pas sinon je peux m'arrêter là. Je ne sais pas où j'en suis niveau temps, mais si on laisse de la place pour plus de questions. Pardon, Camille, oui, non, tu peux encore avoir 5 minutes d'un dernier exemple et on passera aux questions après. Merci à toi. Très bien. Donc sur le dernier exemple, c'est sur quelque chose de plus classique, à savoir les aires de livraison. Donc là, l'objectif, c'est d'avoir une connaissance des usages, en fait, d'où l'intérêt d'avoir des informations sur les flux. Donc que ça soit pour les aires, d'avoir une connaissance sur la localisation, la taille, le niveau de service qu'il faudrait avoir sur ces aires de livraison. Et l'enjeu derrière, c'est en fait avoir une correspondance entre les besoins des entreprises, illustrées par les flux, et les aires de livraison. Donc ça, on a un recensement fin des aires de livraison. Ce vers quoi on aimerait tendre, c'est une adaptation rapide du terrain et une adaptation plus rapide des aires de livraison aux besoins. À l'heure actuelle, on est plutôt sur une connaissance terrain et ça va être les directions de territoire ou les services de voirie en contact avec les entreprises un peu plus quotidiennement qui peuvent faire bouger les aires de livraison selon les besoins. Il n'y a pas forcément de schéma directeur ou de stratégie d'ensemble. Et donc faire correspondre l'existant à des usages, ça devient très intéressant pour bouger rapidement. Et surtout, créer des aires de livraison qualitatives, donc de la bonne taille, selon la typologie de véhicules. Et aussi, vous l'aurez noté, l'espace public est de plus en plus contraint et on essaye d'optimiser cet usage-là. Et donc, quand on a une meilleure connaissance des flux avec des horaires où les aires de livraison sont utilisées, ça nous permet aussi de regarder des horaires où il n'y a pas d'utilisation pour pouvoir le restituer pour du stationnement plus classique et avoir une mixité d'usage sur un même espace. Voilà, parce que jusqu'à présent, on pouvait faire des enquêtes ou avoir un retour du terrain. Donc c'est un petit peu moins, ça me permet moins de réactivité. Et c'est des choses qui sont assez coûteuses au final de faire des enquêtes avec des retours qui sont assez limités. Donc là, plus d'agilité de ce côté-là. Voilà pour les différents cas d'usage. Si vous avez des questions de précision, n'hésitez pas.